Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au concours post-bac et aux études supérieures. Donc, je suis Caroline Mignalet, je dirige Averroès e-learning, qui est donc la première école de soutien scolaire et d'accompagnement pour les lycées français de l'étranger. Je suis ce soir accompagnée de Cécile, qui est en charge des relations avec les familles et avec les élèves dans le cadre de Ah, l'école et qui se chargera ce soir de remonter toutes vos questions. Alors, on va fonctionner, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il en est sur les concours post-bac. On parlera des études de médecine en fin de webinaire. Je m'arrêterai à différents moments pour vous permettre de poser vos questions. Donc, je vous invite à nous communiquer vos questions. Alors, on en a déjà reçu un certain nombre par mail avant le démarrage du webinaire. Mais si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les faire remonter au fil de l'eau via le chat ou l'outil questions-réponses. Cécile, en fait, elle va pas les trier ou en éliminer du tout, mais elle va les regrouper de manière à ce qu'on puisse avancer par thème. Voilà. Donc, on va essayer de répondre à la plupart des questions. Si par hasard il y avait des choses qu'on avait omis dans le cadre de ce séminaire et qui n'avaient pas eu le temps d'être abordées, bien évidemment, on vous invite à nous envoyer vos questions ultérieurement par mail et on se fera un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Alors, d'un point de vue positionnement, je rajouterais aussi que ni Cécile ni moi ne faisons partie de l'éducation nationale, même si j'y ai travaillé il y a des années, en lycée et dans le supérieur. Et que dans ce cadre, en fait, on fait partie non plus, on est affilié à aucun système de concours en particulier, ni les uns ni les autres. Donc, on va essayer enfin, on va vous faire une présentation voilà, qui est relativement objective, en tout cas, si tant est qu'on puisse être complètement objectif par rapport à un sujet. Voilà. Alors, je sais qu'il y a parmi vous des élèves pour lesquels, ou des parents pour lesquels les concours et l'entrée du supérieur, c'est cette année. On est dedans, on va rentrer dans le vif du sujet très vite, voire on y est déjà rentré. Pour d'autres, vous prenez un peu d'avance, vos enfants ne sont pas encore en terminale, ils s'y préparent. C'est aussi un bon moyen de se faire une première idée sur ce qu'il est possible de faire et comment on s'y prépare. Voilà. Cécile, est-ce que tu as quelque chose à ajouter que j'aurais oublié non, non, c'est parfait. Donc, on va démarrer. Alors, j'ai organisé la présentation de ce soir si ça veut bien, voilà. En 3 temps. D'abord, on va se poser la question parce que quand même, elle mérite toujours d'être posée quand on s'intéresse au supérieur et qu'on sort d'un système français. Classe prépa ou pas classe prépa. Classe prépa, donc, ou concours post-bac, que ce soit pour des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Pourquoi l'un? Pourquoi l'autre? Voilà, quelles sont en tout cas les bonnes raisons ou les éléments à partir desquels on peut réfléchir. Ensuite, on verra les concours, comment ils fonctionnent, comment on s'inscrit, comment se fait la sélection. Et ensuite, on verra comment on se prépare à ces concours chez Averroès e-learning, en tout cas avec nous. Donc, pour démarrer, on va se poser la question, une espèce de duel éternel, j'ai envie de dire, enfin en tout cas depuis un certain nombre d'années maintenant, entre classe préparatoire aux grandes écoles, un système très français qui, à ma connaissance, n'existe nulle part ailleurs, et les écoles post-bac. Alors, quand on parle de classe prépa, de classe préparatoire aux grandes écoles, on a grosso modo deux grands types en ce qui concerne les études en ingénierie ou les études scientifiques et les études plutôt en gestion et management. On a deux types de classes prépa.
les classes prépa commerciales, dites ECG, et les classes prépa de type Matsup, donc MPSI, PCSI, biologie, sciences de la vie, physique, chimie, etc. Donc voilà, donc on a des prépas scientifiques d'une part, des prépas commerciales d'autre part. Ces classes prépa, elles se déroulent en 2 ans. Que ce soit les classes prépa commerciales ou les classes prépa scientifiques. Elles ouvrent la porte des très grandes écoles. Donc, si votre enfant vise HEC ou Polytechnique, c'est ça la voie d'accès. Voilà. Il n'y a pas 10 000 solutions. Elles présentent, alors elles sont bien évidemment très sélectives. Le vœu émis figure dans Parcoursup. Et elles sont de moins en moins prisées par les élèves. Pourquoi est-ce qu'elles sont de moins en moins prisées par les élèves? Pas parce que la charge de travail est énorme et que clairement, il faut accepter de mettre sa vie privée un peu entre parenthèses pendant 2 ans et de vivre pour sa prépa, pour les concours. Quand je dis ça, c'est très concrètement très peu de vacances scolaires. Alors, bien évidemment, en classe prépa, on a le rythme des vacances comme au lycée, mais en réalité, la charge de travail est telle que c'est inimaginable de prendre 15 jours de vacances toutes les 7 semaines. C'est pas possible. Donc, voilà. Elles offrent, et c'est un de leurs atouts, un socle qui est très généraliste, dans un encadrement qui est très proche de celui du lycée. C'est-à-dire que les classes préparatoires sont en général dans les établissements scolaires, dans les lycées en France. Alors, dans les lycées français de l'étranger, il n'y en a plus. Il y en avait une jusqu'à l'année dernière au lycée français de Vienne, mais il n'y en a plus. Donc, elles sont toutes en France. Mais elles sont dans les locaux des lycées avec un fonctionnement de type lycée, c'est-à-dire des classes de 35 élèves. C'est-à-dire que pour vos enfants qui sont aujourd'hui en terminale, il y a très peu de changements dans l'environnement de travail et le type d'encadrement. C'est-à-dire qu'ils auront le même type d'équipe enseignante, des conseils de classe, des bulletins scolaires, un petit peu comme au lycée. Il faut savoir qu'en classe prépa, il y a des internats possibles et qui, pour certains enfants dont les familles vivent loin, voire très loin, représentent une vraie solution et facilitent le travail. Puisque quand les élèves sont internes en classe prépa, il y a des études organisées, il y a des sessions de travail le soir, etc. Tout est fait pour que les enfants, globalement, ne fassent que travailler. Leur dernier avantage, il est évident, c'est le fait d'accéder aux meilleures formations. Et bien évidemment, à l'issue de ces formations, c'est l'employabilité à l'issue de ces écoles. On ne se pose pas la question quand on sort de Polytechnique de savoir si on va trouver un emploi ou pas un emploi. Globalement, c'est pas véritablement une question. Voilà pour les classes prépa. La barre est haute, on va se mentir, et donc je le répète, la charge de travail est très importante. En ce qui concerne, il n'y a pas de contrôle continu. C'est-à-dire que tout se joue pour les enfants, vos enfants, donc qui sont de la génération post-réforme du bac, donc qui sont habitués à avoir un contrôle continu qui compte pour la réussite dans les examens, etc. Donc classe prépa, c'est terminé. Tout se joue sur les épreuves du concours en fin de deuxième année, écrite et orale. En ce qui concerne les écoles post-bac, que ce soit en école de commerce ou en école d'ingénieur, on est sur, pour les programmes à bac plus 5, donc qui donnent un niveau équivalent à celui d'une classe prépa plus une grande école, à bac plus 5, on a un cursus qui est quand même un petit peu moins théorique dans les premières années, et en particulier dans les écoles de commerce, où au lieu de faire
comme en prépa, philosophie, je sais pas moi, philosophie, maths, etc., on va faire des matières appliquées. C'est-à-dire que bien évidemment, vos enfants vont faire des maths, mais ils vont faire des maths appliquées à l'économie, appliquées à la finance, appliquées à la gestion. Euh, pour les écoles d'ingénieurs, en programme Bac+5, les 2 premières années relèvent d'une prépa intégrée, c'est vrai. Donc, c'est des matières assez générales, même si, quand même, selon les spécificités des écoles, etc., les enfants vont avoir aussi des matières correspondant à la spécialité de l'école qu'ils ont choisie. Autre différence, les écoles post-bac vont proposer des stages dès la première, enfin, la deuxième année, c'est systématique, et parfois dès la première année. Euh, L'avantage, et je pense que c'est ce qui fait partie de leur succès, c'est que ça projette assez facilement les enfants vers le monde du travail, le monde de l'entreprise. Donc, ça les aide à se projeter, à voir un peu vers là où ils veulent aller. Donc, effectivement, le pont avec la vie professionnelle future est, est plus facile à faire et en tout cas, il se fait plus tôt. On est aussi dans ces écoles dans un environnement qui est moins scolaire. Ce sont clairement des établissements du supérieur. On est dans des écoles qui sont parfois rattachées à des universités, parfois sur des campus autonomes. Et en tout cas, on est sur des campus du supérieur. Et donc, dans ce cadre-là, on est sorti du système scolaire lycée classique. Donc, ça veut dire alors, des tailles de classe qui varient, hein, parfois des cours d'amphi, mais aussi beaucoup de cours en petits groupes, donc dans des classes entre 20 et 30 élèves, on va dire. Euh, et beaucoup plus de travail en autonomie. C'est-à-dire qu'on attend beaucoup plus de travaux de groupe et puis beaucoup plus d'autonomie. Un travail qui est un petit peu moins encadré. La spécialisation se fait plus vite, en fait, finalement, parce que, par exemple, en école de commerce, les enfants vont découvrir dès la première année, par exemple, des matières telles que le marketing, par exemple, ou la négociation. Euh, et donc, vers lesquelles ils vont avoir pour lesquels ils vont avoir plus ou moins d'appétence, qu'ils vont apprécier plus ou moins, et qui va donc les aider un petit peu à se déterminer. Donc, c'est vrai que parfois en deuxième année, mais surtout en troisième année, ils vont clairement choisir des options, des filières qui vont leur permettre de se spécialiser. Le dernier point, c'est que dans les cursus post-bac, euh, on est globalement plus ouvert à des profils plus variés. Et ça, autant pour les écoles d'ingénieurs que pour les écoles de commerce. Pour rentrer en classe prépa scientifique, il faut avoir des spécialités scientifiques et même, je dirais, spé maths expert. Et ensuite, selon l'option de prépa choisie, spé physique ou spé SVT ou spé NSI, ou sciences de l'ingénieur, même s'il y en a très peu à l'étranger. Euh, Ici, on y reviendra tout à l'heure, les concours des écoles ingénieurs se sont un petit peu adaptés à cette réforme du bac et vont ouvrir la porte à des profils d'élèves qui n'auront qu'une science, c'est-à-dire peut-être juste spé physique chimie et sciences économiques et sociales, par exemple, ou des élèves qui auront 2 spé scientifiques mais sans les maths. Voilà, donc, et pareil pour les écoles de commerce. On va être sur des profils qui sont plus variés, donc ça ouvre un petit peu plus de portes. Dans tous les cas, et on y reviendra dans le webinaire consacré à Parcoursup le 5 décembre, mais qui là sera véritablement consacré à la plateforme d'orientation. Dans les 2 cas, que ce soit classe prépa ou concours post-bac, on passe par Parcoursup. De manière générale, ces candidatures constituent un vœu générique avec un système de sous-vœux. C'est-à-dire que, par exemple,
quand on passe un concours d'école d'ingénieur, je ne sais pas moi, puissance alpha, ça c'est un vœu. Et ensuite, si dans le concours puissance alpha, je présente 3 écoles, et ben ça, ce sont des sous-vœux. C'est pareil pour les classes préparatoires. Je présente une classe préparatoire ECG, c'est-à-dire anciennement appelée prépa HEC. Donc ça, c'est mon vœu général. Et ensuite, dedans, j'ai la possibilité de sélectionner 10 établissements dans lesquels je postule pour cette formation. Donc, quel que soit le format, dans Parcoursup, ça se joue à peu près de la même manière. Qu'est-ce qui est pris en compte dans Parcoursup? Dans tous les cas, les dossiers scolaires de première et de terminale. Alors, premier et deuxième trimestre dans les lycées qui vont fonctionner en trimestre, premier semestre dans les lycées qui vont fonctionner au semestre, avec en particulier les notes de bac français, bien évidemment les notes de spécialité, les notes en langue et a fortiori, puisqu'on est sur des filières sélectives et ça d'autant plus en classe préparatoire, le positionnement dans la classe. Comment est-ce que votre enfant se situe par rapport à ses camarades de classe? Parce que finalement, une classe dans laquelle la moyenne dans SPEMAT est de 14, mais où votre enfant est premier, et une classe où la moyenne de SPEMAT est à 15, mais votre enfant est 20e, le positionnement n'est pas le même, en fait, clairement. Donc, c'est ça qui va être pris en compte. Donc, voilà pour cette première partie. Donc, avant qu'on rentre dans les concours en particulier, est-ce que Cécile, tu as des questions? Oui, alors il y a plusieurs questions. La première, est-ce que les écoles post-bac sont-elles bac plus 4 ou bac plus 5? Alors, je vais y revenir juste après. Elles vont Ah, proposer des programmes bac plus 3, bac plus 4 et bac plus 5. ok. Ensuite, on a une autre question sur, dans le domaine du travail, est-ce que les diplômes sont équivalents si on a fait une classe prépa ou une école post-bac? Euh, et ben là, en fait, ça dépend comment on regroupe, comment on retombe sur ses pieds et comment on raccroche le programme en 5 ans, le programme grande école ou pas. Donc, je vais revenir quand je vais présenter les différents programmes, en fait. Ce sera plus clair, je pense. Ah, on t'entend plus, Cécile. Enfin, moi, je t'entends plus. Oui, excuse-moi. Est-ce que tu peux revenir sur la notion de vœu et sous-vœu? Oui, alors en fait, les enfants ont le droit de faire. Alors, je n'ai pas vérifié pour cette année, mais jusqu'à présent, c'était 20 vœux. C'est ça, hein? Oui, 20 vœux. J'ai soudain un doute. Je n'ai pas vérifié sur Parcoursup de cette année. Et ensuite, les sous-vœux sont en réalité comment dire, c'est pas des vœux, c'est-à-dire que c'est le détail ce sont des candidatures spécifiques dans le cadre d'un vœu. Voilà. Donc, je candidate, par exemple, je vais être plus claire, parce que là, je sens bien que je ne suis pas très claire. Donc, je candidate en classe prépa maths sup maths spé. Donc, euh, classe préparatoire maths sup maths spé, ça, c'est mon vœu. Dans ce vœu, je candidate à, je ne sais pas moi, le lycée du Parc à Lyon, le lycée Fermat à Toulouse, le lycée Stanislas à Paris et, je ne sais pas moi, et Henri IV à Paris. Voilà, ça, ce sont mes sous-vœux. Je peux aussi faire un deuxième vœu qui va être préparatoire maths sup maths spé avec internat. Et là, je vais pouvoir rechoisir en sous-vœu des établissements. Donc, en fait, ce qui compte dans Parcoursup, c'est le nombre de vœux, ce qui est limité. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Oui, ensuite une autre question sur les notes de spécialité. Est-ce que les bulletins incluent donc même les matières à examen? Bien sûr, bien sûr. Donc, là aussi, l'année dernière, les enfants avaient passé leurs épreuves de spécialité en mars. Et donc, ces notes étaient incluses dans Parcoursup, les notes de bac, les vraies notes, en fait. Cette année, ce ne sera pas le cas, et tant mieux pour vos enfants, j'ai envie de dire.
parce que ça faisait vraiment un rythme de travail, un rythme d'année de terminale qui était absolument terrible. Et donc, on revient à un système où ce qui sera pris en compte, c'est la moyenne des enfants, leur moyenne en spécialité, en première et en terminale. Et bien sûr, leur moyenne générale. Ensuite, une autre question. Que se passe-t-il si en fin de prépa intégrée, l'enfant échoue? Alors, il peut redoubler. Et parfois, mais ça arrive, il y en a qui abandonnent. Je pense à une école d'ingénieurs qui s'appelle l'EPITA, par exemple, qui est dans le concours, je les mélange, je crois que c'est Advance, où ils ont en début de première année un système qu'ils appellent la piscine, donc qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que pendant quelques mois, ils mettent les enfants sous l'eau, enfin les jeunes sous l'eau, où ils font des maths, de la physique, de l'informatique, de la programmation non-stop, non-stop. Et donc, bien évidemment, il y en a qui abandonnent aussi. Donc, là, c'est un peu comme dans toutes les filières du supérieur, il y a toujours des abandons ou des enfants qui, au bout d'1 an, 2 ans, échouent. Alors, l'avantage des prépas intégrés, c'est que vous pouvez aussi, l'enfant peut avoir raté une matière, par exemple, il n'a pas validé une matière, donc il va pouvoir passer quand même en 3e année, à la différence de la prépa où tout se joue sur un concours, il va pouvoir passer en 3e année sous réserve que l'année suivante, il rattrape la matière qu'il n'a pas réussi. Voilà, c'est quand même bon. Voilà, oui, ça fonctionne comme ça. Et, ensuite, est-ce qu'à tout hasard, on connaît l'équivalent de Parcoursup en Belgique? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, je suis pas sûre de moi. Non. Je suis en Hollande, ça s'appelle StudyLink. En Angleterre, ça s'appelle UCAS. Au Canada, il n'y a pas. Et en Belgique, je ne sais pas. Ensuite, sur les critères de sélection, pour les meilleurs élèves, comment on les départage réellement? Quels sont les vrais critères de seconde ligne, on va dire, par exemple les notes de philo, de langue? La moyenne générale de l'élève, les appréciations des enseignants. En fait, on y reviendra là aussi dans le webinaire sur Parcoursup. Et donc, je vais essayer de pas trop m'étaler ce soir, mais en fait, les enseignants de vos enfants, quand vos enfants candidatent sur Parcoursup, remplissent ce qu'on appelle une fiche à venir. C'est-à-dire que ils ressaisissent des appréciations au vu de ce à quoi votre enfant candidate. Et donc, ces appréciations, comme celles qui sont sur les bulletins scolaires, sont prises en compte. Voilà. Et après, à dossier équivalent, bien évidemment, quand on demande une lettre de motivation, quand on demande, et sur toutes les formations sélectives, c'est quelque chose qui est demandé, bien évidemment, c'est lu. Voilà. Ok. Ensuite, une autre question sur le positionnement dans la classe. Est-ce qu'il est tenu compte du nombre d'élèves dans la classe? Par exemple, quand on est dans un lycée où il y a très très peu d'élèves par classe. Bien sûr, le positionnement dans la classe, dans cette fameuse fiche à venir et dans ce qui apparaît sur Parcoursup, il y a écrit, par exemple, premier sur 4. Si c'est un tout petit lycée dans lequel il y a 4 élèves dans la spécialité. Et c'est pas simplement dans la classe. C'est, par exemple, en spécialité, vos enfants sont en sous-groupe. Enfin, ils sont dans des classes tournantes, j'ai envie de dire. Ils ne sont pas forcément avec les mêmes élèves tout le temps. Et donc, par exemple, si vos enfants suivent la spécialité humanité, par exemple, qui est une spécialité où il y a finalement assez peu d'élèves, il peut se trouver que dans un établissement, ils sont 5. Donc, oui, là, le positionnement qui apparaît, c'est 1 sur 5. Ok, De même qu'apparaisse la meilleure moyenne, la moyenne la plus basse. d'accord. Une question d'ailleurs sur cette fiche à venir, est-ce qu'on y a accès dès maintenant? Non, alors cette fiche à venir, elle est remplie par
les enseignants, l'équipe enseignante des enfants dans le lycée. Et donc, est-ce que les enfants y ont accès? Il me semble qu'une fois qu'elle a été saisie, ils peuvent la visionner. Elle est dans leur dossier Parcoursup. Mais ils n'ont pas la main dessus, c'est pas eux qui la saisissent. Ok. Ensuite, une autre question sur le dossier scolaire. Est-ce qu'on prend en compte le lycée de provenance, si c'est élitiste, privé, public? Ça, c'est l'éternelle question. Là, j'aimerais être magicienne et vous donner une réponse ferme et définitive. Bien évidemment que le lycée de provenance doit être pris en compte d'une certaine manière. Mais alors là, c'est formation par formation, établissement par établissement. Et en fait, je n'ai pas véritablement de réponse ferme à vous donner. Je ne peux pas vous dire que pour certaines écoles, le dossier d'un enfant qui vient du privé est privilégié. Pour d'autres, au contraire, c'est défavorisant. Il n'y a pas de règle absolue, en fait, très franchement. Mais bien évidemment que les formations, les écoles ou les prépas auxquelles vos enfants candidatent connaissent le lycée où votre enfant passe son baccalauréat, bien sûr. Et enfin, une autre question sur les bachelors anglophones, par exemple pour ESSEC, ESCP ou l'EDEC. Est-ce qu'il faut aussi passer par Parcoursup, puis les concours à partir quand on vient d'un lycée français d'étranger? Oui, oui. Et je vais y revenir, en fait. Oui. Et je vais y revenir. Alors, ces fameux concours, justement. Donc, pour répondre aux questions qui ont été posées tout à l'heure, effectivement, il y a une offre de parcours excessivement diversifiée, autant en école d'ingénieur qu'en école de commerce. Vous avez des parcours en 3 ans qui délivrent ce qu'on appelle un bachelor. Ce bachelor est aujourd'hui en France l'équivalent d'une licence, donc d'un bac plus 3. Il permet d'accéder à des masters spécialisés derrière. Dans les écoles de commerce, vous avez aussi quelques écoles qui offrent un diplôme spécifique qui s'appelle un Bachelor en Business and Administration, qui est un diplôme en 4 ans. C'est une exception des écoles de commerce. Et puis ensuite, vous avez des programmes en 5 ans qui sont donc, eux, l'équivalent de classe préparatoire plus 3 ans d'école et qui délivrent le titre d'ingénieur, donc le titre d'ingénieur qui est effectivement un titre en France, donc qui est l'équivalent d'un Master 2, donc d'un Bac plus 5, ou un grade de Master 2 pour les écoles de commerce. Donc, dans chacun des concours que l'on va voir, il y a différents programmes. Et donc, il y a des écoles qui proposent des concours, des cursus en 3 ans et des cursus en 5 ans. D'autres écoles qui ne proposent que des cursus en 5 ans. Et donc là, en fait, il faut un petit peu faire son choix et réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire de la suite. Pour certaines écoles, il est indispensable de passer par le bachelor pour pouvoir ensuite candidater en master. Donc, c'est comme ça. Je pense, par exemple, tout à l'heure, j'avais une question sur le bachelor de l'ESCP. Bon, le bachelor de l'ESCP, c'est un bachelor, c'est un programme en 3 ans. À l'issue de ce programme en 3 ans, on peut candidater, comme n'importe quelle autre personne qui aurait eu une licence, sur les masters grande école pour rattraper la voie grande école de l'ESCP ou pour faire un master spécialisé. Les candidatures sont effectivement uniquement sur Parcoursup, à quelques exceptions près, mais je crois qu'il y en a de moins en moins. Et les procédures pour ces écoles incluent toutes l'étude du dossier, alors auquel va être accordé plus ou moins d'importance, et des épreuves écrites et ou des épreuves orales. Les concours, donc ces concours post-bac, sont mutualisés.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des banques d'épreuves qui vont permettre, en passant un concours et donc en faisant un vœu sur Parcoursup, de candidater à X écoles. Alors, bien évidemment, je vais le dire tout de suite en termes de frais d'inscription, vous candidatez au concours et puis ensuite, bah, plus vous passez d'école, évidemment, il y a des frais de dossier par école. Donc, voilà. Et ça, tant pour les écoles de commerce que pour les écoles d'ingénieurs. Pour les écoles de commerce, on va y revenir tout à l'heure, il y a 2 concours principaux et puis des écoles qui font des concours individuels. Et pour les écoles d'ingénieurs, on a 4 concours principaux. Pour les écoles de commerce, les concours sont entièrement digitalisés. Donc, pour les élèves des lycées français de l'étranger, les épreuves se passent en ligne comme pour les élèves de France. Donc, ça, c'est quand même très bien. Autant pour les écrits que pour les oraux. Sachant que la plupart du temps, les oraux sont des oraux préenregistrés, en fait. Et pour les concours d'ingénieurs, donc là, que je ne me trompe pas, c'est les concours Puissance Alpha et Avenir Bac qui proposent des épreuves digitalisées pour les lycéens français de l'étranger. Le concours GEPI Polytech qui lui ouvre un nombre de centres incroyable à l'étranger. Donc là, en général, il y a forcément un centre d'examen ouvert pas très loin de chez vous. Alors, pas forcément au bout de la rue, mais en général, c'est quand même assez proche. Et le seul pour lequel bah, il faut venir en France, c'est le concours Advance. Donc, je le disais tout à l'heure, depuis la réforme du bac, et ça, c'est quand même bah, c'est important et c'est bien pour les élèves, hein, ces concours sont ouverts à des profils de plus en plus diversifiés. Donc, en école d'ingénieur, des profils une science, des profils deux sciences, avec ou sans spé maths, etc. Donc, dans ce qu'on appelle les sciences, vous allez trouver maths, physique, chimie, sciences et vie de la Terre, NSI, donc système d'information, sciences de l'ingénieur, et voilà. Pour les concours aux écoles de commerce, même s'il y a très peu de classes technologiques, de bac technologique à l'étranger, c'est bon à savoir que tant pour les écoles de commerce que pour les écoles d'ingénieurs, il est possible de candidater en provenance d'une voie technologique, d'un bac technologique. Alors, pour les écoles d'ingénieurs, c'est très limité. Ce sont uniquement les classes technologiques STI, enfin, qui commencent par STI. Voilà. Dernier point commun à tous ces concours, le processus d'admission est relativement unifié, c'est-à-dire qu'on dépose son dossier scolaire, sa lettre de candidature, on passe des épreuves écrites d'admissibilité et on passe des épreuves orales d'admission. Donc là, ça concerne les écoles de commerce, quasi systématiquement, et le concours Advance pour les écoles d'ingénieurs. Si on rentre en détail dans les concours, s'agissant des concours des écoles d'ingénieurs, je l'ai dit tout à l'heure, on a 4 grands concours qui sont le concours GEPI Polytech, Puissance Alpha, Advance et Avenir Bac. On a publié cette semaine sur notre blog un article avec les nouveautés de ces concours, où vous avez les liens vers vers les concours eux-mêmes, les sites des concours. Ces concours ouvrent à peu près 11 000 places pour l'année dernière environ 50 000 candidats. Sachant qu'il y a des candidats qui sont bien sûr comptés en double parce qu'ils sont comptés sur chacun des concours. Mais bon, ça vous donne une idée. Alors, je vais quand même insister sur un point, c'est que c'est vrai, c'est ouvert à des profils plus variés, mais le nombre de places qui sont ouvertes pour les profils un peu moins typiques, c'est-à-dire qui n'auraient pas des profils qui ne seraient pas en terminale spé mathématiques plus une spécialité scientifique, sont bien moins importantes que les places offertes au profil dit classique.
Donc, concrètement, ça veut dire que, je ne sais plus, sur le concours Avenir Bac, par exemple, qui ouvre 2420 places, sur ces 2420 places, ben, les élèves qui vont avoir maths, spé maths plus une spé scientifique, c'est 2350 places, okay, sur 2425. Et ensuite, ben, il y a 60 places des profils qui ont 2 spé scientifiques sans les maths et 40 places pour des élèves qui n'auraient qu'une spé scientifique. Donc, bon, faut quand même avoir en tête que quand on a un profil plus atypique, il y a moins de places, mais il y a aussi sûrement moins de candidats. Donc, voilà pour les écoles d'ingénieurs. Pour les écoles de commerce, on a 2 grands concours communs qui sont Sésame et Access, donc qui, à tous les deux, comptabilisent à peu près 8300 places pour les concours 2024 pour 18 000 candidats à peu près. Et ensuite, on a effectivement des concours spécifiques, c'est-à-dire des admissions spécifiques qui ne passent pas par des concours communs. Donc là, on candidate directement auprès des écoles. C'est un vœu dans Parcoursup, mais c'est une candidature qui va directement vers les écoles. Donc, c'est le cas du BBA de l'EDEC, c'est le cas du bachelor de l'ESCP qui se déroule pendant 3 ans sur 3 campus distincts. C'est le cas de Toulouse Business School. C'est le cas d'Audencia à Nantes. Voilà. Donc, il y a quelques écoles qui restent indépendantes de ce point de vue. Pour finir sur cette partie, les épreuves. Alors, les épreuves, deux cas, qu'il s'agisse des concours commerce ou des concours école d'ingénieurs, les épreuves sont des épreuves auxquelles les lycéens sont assez peu habitués. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y avait aujourd'hui une interview publiée de la directrice de l'IESEG qui clairement disait oui, il faut se faire aider et oui, il faut se préparer. Soit avec l'aide de ses parents, je la cite, soit avec l'aide de ses professeurs, soit en utilisant des systèmes de tuteurs, de prépa. Parce que en fait, les épreuves sont spécifiques. Donc, ça fait partie aussi de ce qui permet de tester la motivation des élèves et leur volonté d'intégrer ces écoles. Pour les écoles d'ingénieurs, la spécificité, c'est que les concours se passent fin avril, entre le 27 avril et le 5 mai cette année, le 20 avril et le 20 avril et le 5 mai cette année. Les épreuves sont toutes des QCM. QCM de langue, QCM de mathématiques, QCM de sciences. Donc, c'est un format d'épreuve auquel, dans le système français, on est finalement assez peu habitué, même si au baccalauréat, vos enfants en spé maths, ils peuvent avoir, ou en spé physique-chimie, ils peuvent avoir 4 questions de QCM. Mais ça reste 4 questions. Là, on est sur 30, 45 questions de QCM. Et autre élément très important, cette année, du fait du décalage des épreuves de baccalauréat au mois de juin, en spécialité, les concours porteront sur la totalité du programme de terminale, même s'il se passe entre fin avril et début mai. Alors, je mets un bémol quand même, parce que les élèves pourront choisir d'écarter certains exercices. C'est prévu, de manière à ne pas pénaliser des élèves qui n'auraient pas fait certaines parties du cours. Mais quand même, le programme portera sur la totalité du les épreuves porteront sur la totalité du programme. Pour les concours des écoles de commerce, on va avoir des QCM de logique, alors logique, verbale et mathématique. On va avoir des QCM de français. Français, alors vocabulaire, expression, compréhension, etc. Et cette année, c'est une des nouveautés, un QCM de compétences digitales. À ceci s'ajoute une épreuve de synthèse documentaire. Donc, on donne à vos enfants le jour de l'épreuve un dossier documentaire, donc qui selon les cas va faire entre
entre 25 et 50 pages, euh, et sur lequel on va leur demander de produire une synthèse. Alors, ils sont guidés, il y a des questions, mais globalement, il faut identifier la problématique du dossier, les idées principales, comment on va construire la synthèse, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui travaille un petit peu en langue, dans certaines épreuves de langue, mais jamais dans leur programme classique. C'est pas du tout un exercice qui est travaillé pendant le lycée. Et ensuite, ils ont des QCM de langue où là, pour le coup, ils sont plus habitués. C'est des choses qu'ils connaissent mieux. Donc voilà. Alors, avant que je passe à la prépa en particulier, peut-être je prends quelques questions, Cécile, pour soulager un peu le nombre de questions en attente. Oui, bien sûr. Alors, une première question par rapport aux écoles, au concours d'école de commerce, pour les DEC, par exemple, est-ce qu'il y aura juste un concours Sésame plus concours spécifique ou juste concours spécifique? Si on veut candidater que au BBA de l'EDEC, c'est un concours spécifique tout à fait inutile de passer le concours César. En fait, chaque concours ouvre les portes d'un certain nombre d'écoles. Donc, une école est soit dans un des concours, soit indépendante. Voilà. Mais il n'y a pas plusieurs voies d'accès. Et c'est pareil pour quand on candidate, par exemple, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, quand on candidate au track anglophone de ces écoles, qui sont clairement les tracks les plus sélectifs. Donc, si par exemple je prends celui de l'EDEC, le pourcentage d'admission, c'est 4% à l'EDEC sur le track anglophone. Il y a moins de place, le niveau exigé est plus élevé, etc. Donc là aussi, c'est pareil, c'est soit dans le cadre d'un concours, soit séparément, indépendamment, mais jamais les deux. Euh, dans l'admission, quelle est la part de concours et la part de dossier? C'est variable selon les écoles. Ça va être entre rien, rien, pas de prise en compte du dossier. Euh, Par exemple, cette année, jusqu'à l'année dernière, le concours Access, qui donne donc accès à l'ISEG à Lille, un programme en 5 ans, l'ESCA à Angers et à Paris et l'ESTES, jusqu'à l'année dernière, le concours Access ne tenait pas compte du dossier des candidats. Cette année, il va tenir compte du dossier des candidats, mais alors, euh, le pourcentage, le poids du dossier n'est pas annoncé, mais on dit que ce sera moins que les épreuves, bien évidemment. Pour les écoles d'ingénieurs, c'est un peu plus homogène. On est sur un poids du dossier qui va compter entre 30 et 50%. Voilà. Après, à l'IESEG, comme pour tous les concours des écoles d'ingénieurs, il existe sur la base de l'étude du dossier un système de grands classés. Donc, des grands classés, ce sont des élèves qui sont déclarés dispensés d'épreuves écrites. Ils ne passent que les épreuves orales. Ça concerne tous les concours des écoles d'ingénieurs et pour cette année, le concours Access. L'information comme quoi un élève est grand classé, est en général communiquée dans la dernière semaine avant le concours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et donc ça vous le retrouverez, même si vous voulez vérifier, vous le retrouvez sur tous les sites des écoles, on ne peut pas faire l'impasse sur la préparation du concours, à moins d'être certain d'être grand classé. Les grands classés, c'est moins de 5% des candidats, hein, enfin, des futurs admis. Voilà. Et une autre question sur les écoles d'ingénieurs, quel est le niveau scolaire requis pour pouvoir prendre un cursus ingénieur? En fait, alors là, j'ai envie de vous répondre par rapport à, euh,
au rapport de jury en fait de ces concours des écoles d'ingénieurs. Les concours post-bac, ils expliquent clairement les 4 grands concours là, que on va dire les 2 tiers de leurs élèves obtiennent leur baccalauréat avec mention bien ou très bien. Voilà, ça donne une idée du niveau. On est de toute façon sur des filières sélectives, hein. Et enfin, la question est revenue plusieurs fois, donc même si ça ne concerne pas directement ce dont tu viens de parler, est-ce que tu peux juste répéter, rappeler la différence entre prépa et prépa intégrée? Oui, ben alors, une classe prépa classique, c'est ce qu'avant on appelait les prépas HEC, qui s'appellent maintenant des prépas ECG. C'est maths sup, maths spé. Donc, c'est 2 ans qui se font dans un lycée. À l'issue de ces 2 ans, les élèves passent un concours, enfin, passent plusieurs concours. Donc, pour les écoles de commerce, ils vont passer HEC, l'ESSEC, ESCP, etc., des écrits et des oraux. Pour les écoles d'ingénieurs, ils vont passer Polytechnique, Centrale, les ponts, les arts et métiers, euh, écrits et oraux aussi. Et là, tout se joue sur le concours. Les élèves qui échouent en 2e année, qui n'obtiennent pas l'école qu'ils souhaitent ou qui n'obtiennent rien du tout, peuvent redoubler leur 2e année de classe préparatoire. Et si à l'issue, ou bien, ils peuvent, maintenant en classe prépa, on a l'équivalent d'un L2. Donc, ils peuvent réintégrer une université en licence de maths ou de physique, par exemple. La prépa intégrée, elle se fait dans le cadre d'une école, donc elle est moins généraliste. Et vous êtes déjà dans une école. Donc, l'objectif, c'est de faire un cursus dans cette école. Et là, on n'est pas sur un système de concours, on est sur un système de contrôle, pour le coup, d'examen, de partiel, etc., mais de contrôle continu. On n'est pas sur une fois que vous avez, je ne sais pas moi, 200 élèves en première année, en prépa intégrée, si tous réussissent leurs examens, ils passeront tous en 2e année. Une autre question vient d'arriver. Est-ce qu'il y a possibilité de redoubler la terminale si l'on n'a aucun concours post-bac, même si on peut aller à l'université et que l'on a son bac? Alors, c'est quand même très rare. Ça peut arriver. Redoubler sa terminale quand on a déjà eu son bac, c'est soumis à l'approbation du chef d'établissement et j'imagine de l'académie de rattachement. Et il faut quand même savoir que dans un cas comme celui-là, peut-être plus intéressant de démarrer une licence et de retenter les concours par une autre voie d'entrée. Certains concours vont ouvrir des accès en bac+1, par exemple. C'est le cas dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Il y a Avenir Bac, vous rentrez en bac, mais Avenir Bac+1, vous rentrez après une première année. Donc, les concours ne sont pas les mêmes. Donc, à mon sens, moi, je suis assez. Je suis pas sûre de l'intérêt pour un enfant, même pour son épanouissement personnel, de refaire une année de terminale. Je pense qu'il vaut mieux toujours essayer de passer à la suite et de chercher les voies d'accès qui vont permettre de retomber sur ses pieds et sur les filières qu'on visait à l'époque. En ce qui concerne les prépas, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, on a effectivement donc des prépas adaptés à chaque type de concours, bien évidemment. Donc, en prépa commerciale, et compte tenu des nouvelles épreuves intégrées cette année, en particulier les QCM de français ou les QCM véritablement de mathématiques et les QCM de compétences digitales, la prépa au concours Sésame et Access s'étale sur 28 heures. Donc, on a 6 heures de logique et, donc le reste, pardon, 12 heures de logique
excusez-moi, 12 heures de logique et le reste en travail sur la synthèse et la culture générale et les questions contemporaines. Donc, ce sont des programmes qui sont organisés sur le week-end, bien évidemment, parce que c'est le seul moment où on arrive à regrouper nos élèves qui viennent d'un peu partout. Donc, cette année, ce sera soit le samedi matin, soit le dimanche après-midi. Donc, le dimanche après-midi, en réalité, il y a 2 créneaux entre le 9 décembre et le 31 mars 2024, sachant que les concours sont tout début avril. Pour travailler donc toutes les épreuves, sauf les langues vivantes, puisque dans les lycées français de l'étranger, vos enfants sont super à l'aise en langue vivante. Donc là, en général, ils n'ont vraiment pas besoin de nous. En ce qui concerne les concours des écoles d'ingénieurs, on travaille sur des créneaux de 3 heures pour le coup, parce que effectivement le programme est dense, il faut avoir refait tout le programme de terminale en format QCM avec entraînement de concours entre le mois de décembre et le mois d'avril. Donc là, c'est pareil, on est plutôt sur des séances du dimanche, soit le matin, soit en fin de journée, du 3 décembre au 7 avril, avec bien sûr interruption au moment des vacances de Noël, etc. Pareil pour les écoles de commerce d'ailleurs. Et un petit break en février aussi, au moment où les enfants sont en vacances. On prépare les 3 spécialités que sont maths, physique, chimie et SVT, avec des sujets de type concours, évidemment dans tous les cas, des corrections individualisées, etc. Pour les concours, je reviendrai sur la médecine après. Pour les concours des écoles de commerce et d'ingénieurs, on a dans les 2 cas soit des enseignants qui sont examinateurs. Kevin est par exemple correcteur, membre du jury au concours Access, ou habitués qui font passer régulièrement tous les ans ou qui sont correcteurs pour les épreuves des concours des écoles d'ingénieurs. En termes de résultats, hop, je ne peux pas aller en arrière. Voilà. En termes de résultats, depuis maintenant une dizaine d'années que ces prépas sont ouvertes, on est sur 100% d'admissibilité tous les ans, tant dans les écoles d'ingénieurs, les concours des écoles d'ingénieurs que les concours des écoles de commerce. Avec des nombres d'élèves qui varient d'année en année, mais globalement, concours d'école d'ingénieurs, on ouvre 1 à 2 groupes, pas plus, parce que c'est très lourd en volume horaire. Et voilà. Donc, les préparations se font entièrement en ligne, en petits groupes, toujours le même petit groupe, toujours les mêmes enseignants. Voilà pour les résultats. Pour finir, je fais juste un petit teaser pour les personnes qui, en particulier, enfin, à cette période de l'année, en particulier pour les personnes de la zone sud qui donc vont avoir les résultats de bac début décembre et qui rentreront en fac de médecine en septembre, où la prépa médecine qui est proposée en calendrier nord à partir du mois d'août peut être proposée sur le début d'année, c'est-à-dire entre janvier et juin, ou entre février et juin, ou mars et juin, selon le programme, autour des maths et de la physique-chimie, pour attaquer le début d'année de la première année de PACES, c'est-à-dire faire la remise à niveau nécessaire et les 2 à 3 premiers mois de la première année de PACES. Sachant que, et j'insiste, donc là ça concerne tout le monde, pour des enfants qui voudraient faire médecine et qui n'ont pas la spécialité physique-chimie en terminale, il est indispensable de prévoir à un moment donné de faire le programme de la spécialité physique-chimie de terminale. Parce que sinon, des élèves qui se retrouvent véritablement en galère quand ils arrivent en première année de médecine. Voilà. D'ailleurs, et on y reviendra quand on parlera de Parcoursup, la plupart la majorité, plus de 50% des candidats qui sont aujourd'hui admis en première année de médecine ont la doublette physique-chimie SVT ou physique-chimie SVT. Donc voilà pour cette petite aparté sur la prépa médecine. Pour l'ensemble des personnes de l'hémisphère nord, en fait, c'est un petit peu en avance, c'est un peu trop tôt. Donc, nous, en quelques chiffres, on a 2 centres en présentiel au Maroc depuis l'année, pour ceux qui ne connaissent pas, depuis l'an 2000.
la plateforme en visio pour tous les lycées français du monde depuis 2017. On a une équipe de profs permanents qui sont spécialistes de leur matière. Ce sont nos enseignants. On fonctionne véritablement comme une école. On accompagne vos enfants. On est en liaison avec vous. Si vos enfants ne sont pas en cours, on va vous appeler. Cécile ou une de ses collaboratrices va vous appeler pour vous dire il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Comment ça se passe au niveau de l'inscription? En fait, vous pouvez vous inscrire sur le site et ensuite, on vous contacte pour faire un point sur les besoins spécifiques de votre enfant de manière à constituer les groupes les plus adéquats possibles. Voilà. Voilà à peu près ce que j'avais à dire ce soir. Cécile, je te laisse pour les questions, les dernières questions. Oui, alors il y a plusieurs questions par rapport à la médecine. Est-ce qu'on peut faire un bachelor après avoir passé le concours de médecine? Après avoir passé le concours de médecine. Alors, en fait, médecine, médecine, c'est un concours, enfin, c'est un concours, oui, c'est un concours en fin de première année. Si on n'est pas reçu, la réforme récente des études de médecine permet aux enfants de réintégrer une licence d'accès santé dans la mineure de leur choix. Voilà. Euh, alors après, réintégrer un bachelor, après, on peut recandidater. Oui, j'imagine, bien sûr. De toute façon, en fait, aujourd'hui, il y a aussi pas mal de possibilités de réorientation. Voilà. Après, repasser un concours au niveau terminal quand on est passé dans le supérieur et qu'on a fait autre chose, dans certaines matières, c'est particulièrement difficile dans certains domaines parce que les concours portent sur le programme de terminale. Et que donc, il y a certaines choses, si votre enfant ne les a plus fait pendant quelque temps, on a tendance à oublier, hein, en fait. Donc, il faut vraiment pratiquer pour le coup. Une question de l'hémisphère sud. Euh, pour ceux qui veulent faire la prépa des écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs d'ailleurs, quelles seraient les dates des concours d'entraînement? Comment ça? Attends, redis-moi la question, pardon. Je t'entends plus, je t'entends plus. Pour ceux qui veulent faire la prépa pour les grandes écoles, quelles seraient les dates des cours d'entraînement pour l'hémisphère sud? Est-ce que tu peux remettre juste le planning? Ah, le planning, il est commun à tous, sauf effectivement si on était amené à avoir un groupe spécifique de l'hémisphère sud, sachant que les enfants n'ont plus classe, là, on est complètement libre dans le planning. Alors, voilà, les concours les écoles d'ingénieurs, c'est le dimanche pour la plupart des groupes. Les concours des écoles de commerce, c'est le samedi ou le dimanche. Maintenant, bien évidemment, si on était amené à créer un groupe spécifique pour l'hémisphère sud, là, rien ne nous empêche, sous réserve qu'on ait les équipes disponibles ces jours-là, d'avoir un groupe le mercredi. Voilà. En revanche, et je vais insister là-dessus, pour les deux prépas, je sais que certaines écoles le font et donc après chacun a son approche pédagogique. Nous, d'un point de vue pédagogique, on choisit d'étaler cette préparation parce que ça permet, ça donne le temps aux enfants d'assimiler. En particulier en ce qui concerne, par exemple, pour les écoles de commerce, pour l'épreuve de synthèse ou l'épreuve de questions contemporaines, ça leur permet de mettre en place une stratégie, un plan de travail, une espèce de veille sur l'actualité, etc., qui les porte jusqu'au concours. Et donc, c'est un véritable choix, et là qu'il s'agisse de la zone nord ou de la zone sud, d'étaler en fait ces préparations dans le temps pour permettre aux enfants effectivement de mieux se préparer. Est-ce qu'également on peut remettre nos tarifs et juste du coup expliquer comment s'inscrire? Parce que imaginons on veut suivre l'une de nos prépas, il y a plusieurs questions là-dessus. Rafficher les tarifs et comment se préinscrire. Alors, les tarifs, donc ils sont bien évidemment en fonction du nombre d'heures de cours. Donc, hop,
Voilà, donc si par exemple je veux m'inscrire, donc le tarif pour les concours des écoles d'ingénieurs, c'est 1 150 € pour 36 heures de cours. Les écoles de commerce, c'est 890 € puisqu'il n'y a que 28 heures de cours. Donc pour s'inscrire, j'ai un lien ici. Je tombe sur la page du cours avec le descriptif détaillé des séances, etc. Et ensuite, je clique sur me préinscrire. Et là, je crée mon compte. Alors, évidemment, moi, j'en ai un, mais je n'ai pas de compte. Donc, je crée mon compte. Je suis parent. Je mets mon nom, etc. et les coordonnées de mon enfant. Et à l'issue de cette préinscription, en fait, on vous contacte. On a un échange en général avec Cécile ou pour la zone sud avec Aline. On évalue bien les besoins, on prend bien les disponibilités de votre enfant, son fuseau horaire, quand est-ce qu'il peut suivre la prépa, quand est-ce qu'il peut pas la suivre, etc. Et à partir de là, on vous fait une proposition. Une fois que vous avez validé cette proposition, on confirme son inscription. C'est plus clair? Oui, il y a une question sur la médecine aussi. Est-ce qu'on est obligé d'aller en classe prépa et est-ce qu'on peut faire, par exemple, médecine sans l'aspect maths, c'est-à-dire qu'avec Oui, SVT et physique-chimie? tout à fait. C'est le profil type, d'ailleurs. Oui, oui, complètement. Et le programme de la prépa, par exemple, en médecine, on va autant pour travailler la physique-chimie, on ne va prendre que des enfants qui ont suivi le programme de terminale en spé physique-chimie. Autant en maths, c'est pas la peine parce que c'est un programme, j'ai envie de dire, différent. Et si on a fait des maths en première et maths complémentaires en terminale, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est des nouveaux sujets. Donc voilà, c'est beaucoup de probabilités et pas mal et beaucoup d'analyses. Et donc c'est des choses qui sont finalement, c'est pas des thématiques qui sont travaillées en terminale en spé. Donc c'est pas un problème du tout. Un petit retour sur les concours d'école d'ingénieurs. On nous demande comment choisir entre les différents concours et est-ce qu'on peut tous finalement les passer aussi? Alors, on peut tous les passer complètement. J'ai envie de dire que plus que les différents concours, c'est les écoles en fait qu'il faut choisir et passer les concours correspondant aux écoles qui nous font envie. Et en ça, et c'est un peu pareil pour les écoles de commerce, c'est-à-dire que une école, ce qui va la caractériser, alors pour une école d'ingénieur, c'est sa plus ou moins grande spécialisation. Il y a des écoles d'ingénieurs spécialisées, je pensais à l'EPITA par exemple. Bon, l'EPITA, on est très informatique, par exemple. Euh, Vous allez avoir des écoles d'ingénieurs qui sont plus spécialisées dans le BTP, par exemple, le bâtiment. Ou il y a une nouvelle école là, qui a intégré, je ne vais pas dire de bêtises, qui a intégré Puissance Alpha, qui s'appelle ESTB. Alors, je ne les connais pas en particulier, mais c'est une des nouvelles écoles qui a intégré cette banque de concours commun, qui est spécialisée en biotechnologie. Donc, en fait, il y a des écoles spécialisées déjà et des écoles qui sont plus généralistes. Donc, ça, c'est un premier choix. Et en fonction des écoles que l'on vise, à ce moment-là, on passe les concours correspondants. Voilà. Parce qu'on peut passer les 4 concours, mais je ne sais pas, moi, GEPI, Polytech, c'est 35 écoles. Vous n'allez pas présenter, enfin, votre enfant ne va pas présenter les 35 écoles. Enfin, je ne pense pas. Donc, et après, une fois qu'on a choisi généraliste ou spécialité, après, il y a le cadre de vie, c'est-à-dire que est-ce que j'ai envie d'aller étudier à Lille, où j'ai des cousins et un oncle et ma tante ou mes grands-parents, ou est-ce que j'ai envie d'aller étudier à Nantes, où je connais personne. Donc après, il y a pour les élèves des lycées français de l'étranger, il y a quand même cette deuxième dimension qui rentre en ligne de compte et qu'on ne peut pas complètement évacuer d'un simple revers de main, en fait. Donc, et c'est un peu pareil pour les écoles de commerce. Les écoles de commerce, vous allez regarder avec qui elles ont des échanges en troisième année, quels sont les partenariats, quelles sont les spécialisations de troisième année qui sont proposées. Voilà, autant de choses qui vont vous faire dire
bon, alors, sur les écoles de commerce, plus facile, j'ai envie de dire, il n'y a que 2 concours communs. Euh, donc, c'est assez facile de passer les deux. C'est compatible, hein. Tous les concours sont organisés à des dates différentes, évidemment. Donc, c'est tout à fait possible de passer les deux. Mais Sésame, bon, je ne sais même plus combien d'écoles, mais beaucoup d'écoles, enfin beaucoup de programmes. Et donc voilà, votre enfant ne va pas tous les présenter. Il y en a qui lui plaisent plus que d'autres. On peut aller regarder les classements, même si les classements valent ce qu'ils valent. Mais, en tout cas, au moins regarder les cursus proposés, les échanges internationaux et éventuellement, donc nous, on essaye de faire ça pour nos élèves quand on peut, contacter, aller faire les portes ouvertes, contacter des élèves actuels de l'école pour qu'ils vous en parlent. C'est souvent eux qui en parlent le mieux. Ils vont parler de l'ambiance, ils vont parler de s'ils sont contents, pas contents, etc. Euh, on a une autre question sur les écoles de commerce. Quel est le niveau scolaire requis pour pouvoir prendre un cursus dans le commerce? L'avantage du concours Sésame, c'est que tout le monde va avoir le droit de passer le concours. Donc, ensuite, un élève qui, pour plein de raisons, a fait des choix de spécialité qui ne lui plaisent pas vraiment, dans lesquels il ne réussit pas vraiment, donc il n'est pas très content, etc. Il peut aussi, en bossant bien son concours, intégrer l'école et ensuite, en bossant, réussir. Après, euh, il y a forcément des matières dans toutes ces écoles. Il y a des matières de finance, il y a des matières, mais bon, on est loin des maths telles qu'on les connaît. Bien évidemment, en sciences sociales, il va toujours y avoir un peu de stats, un peu de statistiques, un peu de probabilité. Mais heureusement, on peut aussi réussir son cursus, même si on n'a pas eu un parcours en lycée qui, pour plein de raisons, n'était pas extraordinaire. Euh, sur les écoles d'ingénieurs, on a une question on nous demande en fait s'il y a des écoles privées ou publiques. Alors, sur les concours des écoles d'ingénieurs, la plupart des écoles sont publiques, donc rattachées à des universités. Pour les écoles de commerce, c'est l'inverse. La plupart des écoles sont privées. Alors, elles sont toutes, quand même, hein, elles sont toutes habilitées. Et voilà, parmi les critères qu'il faut garder, c'est est-ce que les écoles d'ingénieurs, elles délivrent un titre ingénieur ou pas? Est-ce qu'elles font partie de la conférence des grandes écoles? Est-ce qu'elles sont accréditées? Voilà, mais enfin, dans les concours dont on parle ce soir, il n'y a pas d'école qui ne soit pas accréditée, il n'y a pas d'école qui ne délivre pas un diplôme de grade national, etc. Il y en a pas. C'est aussi l'avantage de ces centres de concours communs, en fait. On a une autre question sur les écoles d'ingénieurs. Si on veut être ingénieur en informatique, quelle école peut-on faire? Plein, il y en a plein. Alors là, franchement, je je suis pas spécialiste, mais il y en a plein. Euh, il y a par exemple, on a parlé de l'EPITA, mais il y a aussi, ça s'appelle Les Sylves. Oh, il y a aussi une très bonne école d'ingénieurs plutôt spécialisée en informatique et en codage, etc., au pôle Léonard de Vinci à Paris. Euh, il y en a plein. Enfin, plein. Oui, il y en a un certain nombre, en fait. Mais là, il faut que les enfants fassent un peu de recherche par eux-mêmes pour choisir les écoles. Quand on a un domaine aussi précis que ça, effectivement, c'est relativement facile de trouver sa voie. Après, il y avait tout à l'heure, pareil, une question sur les bachelors en école d'ingénieur. Il y a par exemple, il y en a très peu, mais il y a par exemple celui de l'école polytechnique à Paris, qui a un bachelor donc en 3 ans, anglophone, qui est économie.
Non, pas, peut-être pas que anglophone, mais je crois que si. Qui a un parcours ingénierie et économie, et qui lui est accessible directement. Enfin, c'est une candidature directe. C'est un des seuls que je connaisse en bachelor en école d'ingénieur. Enfin, et d'ailleurs, c'est pas, ça ne délivre pas un titre d'ingénieur. C'est un bachelor en ingénierie et économie. On nous précise aussi qu'il y a l'INSA et l'EPFL à Alors, tout Lausanne. à fait. Alors, les INSA, donc, qui sont les Instituts nationaux supérieurs d'agronomie, qui sont, eux, accessibles, qui avant faisaient partie du concours Polytech, qui sont sortis du concours Polytech et qui sont maintenant une candidature spécifique sur dossier. C'est vrai. Et vous avez effectivement à Lausanne le PFL, alors la très sélective, et pour le coup, euh, avec, voilà, il faut bosser pendant les vacances pour le PFL parce que effectivement, les premières années, c'est l'équivalent d'une prépa intégrée. Donc, c'est excessivement exigeant. Sur la prépa médecine, on nous demande si on peut revenir sur le tarif. Alors, je l'ai pas publié, il n'est pas publié encore le tarif parce que ça va être fonction du nombre d'heures de cours. Donc, en physique, mais en fait, on veut le découper de manière plus précise pour répondre vraiment au profil des élèves. Donc, en physique, c'est 24 heures de cours. Et en maths, c'est entre. Alors, attendez, j'ai eu la réponse tout à l'heure. Hop, pour être sûr par rapport au contenu exact, parce que je voulais découper le programme. On est à 21 heures en maths, donc ça fait un total de donc 45 heures, on va dire 45 heures, donc 36 heures, on est à 1150 euros. Voilà, il faut faire le calcul de tête. On doit être aux environs de 2500 euros. De 1500 euros. Beaucoup, beaucoup de questions. Je regarde. Je t'écoute. Je réponds à une que je vois là, qui apparaît, qui est facile. Les centres de préparation en présentiel au Maroc sont à Rabat. Il y a un centre à Rabat. Ça pour répondre à la question. Une question sur l'année de césure. Est-ce qu'elle est toujours déconseillée, surtout si, par exemple, on a un enfant qui est jeune, pas assez mature? Euh, je ne sais pas si elle est vraiment déconseillée, l'année de césure. Euh, Elle peut être hyper profitable. Donc, voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui font une année de césure. Il peut être intéressant de passer les concours quand même tant qu'on est en terminale et ensuite demander à garder sa place pour l'année suivante. Donc là, il faut se renseigner école par école pour savoir si c'est possible sur les écoles visées. Si par exemple on vise l'IESEG, de passer un petit coup, parce que ça dépend des années. Donc là, je parlais tout à l'heure de la directrice de l'IESEG, qui est une nouvelle directrice. Donc euh, voilà, il faut être sûr de son coup, donc il vaut mieux les appeler. Pour le coup, ça peut être préférable de passer certains concours si on hésite dès cette année, puisque l'enfant suit le programme de terminale et que ça porte sur le programme de terminale quand même, et ensuite de reporter son entrée d'un an. Alors, en ce qui concerne les enfants non français, que ça, je vois que c'est une question qui revient, donc je vais y répondre directement. En ce qui concerne les enfants non français, s'ils sont scolarisés dans un lycée français de l'étranger, oui, ils peuvent candidater à tous ces concours. S'ils ne sont pas scolarisés dans un lycée français de l'étranger, pour les écoles d'ingénieurs, c'est pas possible. Et pour les écoles de commerce, ils candidatent séparément en tant qu'étudiants étrangers. On nous pose la question, même les lycées français qui sont pas sous convention?
Alors, c'est les lycées français, AEFE, MLF, enfin Mission laïque et AEFE. Ensuite, on a une question sur la prépa commerce. Est-ce qu'il serait plus prudent de postuler à une prépa commerce privée quand on a une mauvaise note au bac de français? Quelle est votre admission dans ces prépas? Alors, c'est-à-dire, pour faire une classe prépa ECG, si on a eu une mauvaise note au bac français. Euh, En fait, ce que dans ces cas-là, on appelle privé, c'est les écoles privées, c'est les lycées privés, donc type Stanislas à Paris, etc. Certains de ces lycées privés sont les plus sélectifs, donc j'aurais envie de dire, euh, je ne sais pas si c'est ça que vous recherchez. Maintenant, si la question est est-ce qu'on peut passer les concours post-bac? Ah, bien évidemment que oui. C'est vrai que si on a un bon dossier et une mauvaise note au bac français, si on a un très bon dossier et une mauvaise note à l'écrit, mais une très bonne note à l'oral, par exemple, je pense que ça peut passer parce qu'un accident, ça peut arriver. Euh, voilà ce que je répondrai. C'est difficile d'être catégorique par rapport à ça, en fait. Et puis, ça dépend quel lycée privé. Enfin, là, on rentre vraiment dans du détail où c'est vraiment très difficile de répondre à cette question. Parce que IPSUP, par exemple, bon, je vais les citer, ils font aussi des concours Sésame, etc. Mais ils ont surtout des classes prépa. Alors, eux, ils sont complètement privés, c'est excessivement cher. Euh, mais c'est pareil, ils sélectionnent autant que le lycée Stanislas ou que le lycée Henri IV. Donc, voilà. Pour expliquer ma réponse, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle le prépa privé. Euh, Petit retour sur la médecine. Quel est le niveau pour accéder en médecine? Est-ce que c'est les notes de la première, de la terminale qui comptent? Première et terminale, oui. On nous pose une question spécifique sur les enfants qui ne sont pas français. Peuvent-ils candidater aux écoles de commerce via Campus France, plateforme réservée aux étrangers? Ces deux plateformes présentent-elles les mêmes chances? Alors, je crois que les enfants qui sont étrangers, mais dans un lycée français de l'étranger habilité, ne sont pas considérés comme étrangers et donc ne peuvent pas postuler via Campus France. Mais c'est à confirmer, je suis quasiment certaine puisqu'ils sont considérés comme étant, pour les écoles d'ingénieurs par exemple, ils sont considérés comme français. Enfin, ils sont considérés ils peuvent candidater. Ensuite, par rapport à la Belgique, par rapport aux études de médecine, si on veut faire médecine, comment on peut avoir accès au concours de médecine? Comment se préparer? Est-ce qu'il est vraiment différent par rapport à la France? Ah ben, la médecine en Belgique, c'est complètement différent puisque la médecine en Belgique, en fait, on passe un concours d'entrée en fac de médecine, alors qu'en France, on passe un concours en fin de première année de PACES. Donc, c'est complètement différent. Donc, le concours d'entrée en fac de médecine en Belgique, c'est un concours qui est effectivement assez sélectif, qui se base sur les maths, la physique et la SVT du programme de terminale français, plus de mémoire, 2, 3 chapitres dans chaque matière. C'est un concours qui se passe pendant l'été. Je ne sais plus exactement, ça a changé, donc je ne sais plus exactement à quelle période. Mais donc, oui, c'est un concours qui se prépare, bien sûr. C'est l'équivalent de, par exemple, dans notre centre de Rabat, on a une prépa médecine pour le concours médecine Maroc, où on fonctionne de la même manière. C'est une prépa qui a lieu en juillet, pour laquelle les épreuves du concours ont lieu fin juillet. Et donc, c'est sur le programme de terminale
plus quelques chapitres en spé maths, physique, chimie et SVT. Donc là, on prépare les élèves sur les trois matières. Et là aussi, depuis 5 ans, je crois, on a 100% d'admis pour le coup. Sur les écoles d'ingénieurs, sur les concours, on nous pose la question, quel est le rang du dernier admis en pourcentage, toute école confondue, des différents concours d'ingénieurs? Ah bah alors là, je sais pas. Je sèche. Je veux bien chercher, mais j'avoue que je sèche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, Et je ne sais même pas euh, si c'est publié, en fait. Parce que là, pour l'article de blog, on a travaillé sur les rapports de jury et c'est pas quelque chose que j'ai vu. J'ai vu que les candidats, à quelle spécialité avec les candidats, etc. Mais où la proportion d'élèves qui avaient mention bien et très bien au bac. Mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé. J'ai vu aussi repasser la question de la nouvelle école en biotechnologie. Elle s'appelle l'ESTB et elle est à Lyon. Et effectivement, et voilà. Et elle vient d'intégrer le concours Puissance Alpha. On a une question sur les dossiers pour les lettres de recommandation des professeurs. Cela concerne juste les profs de la terminale ou pouvons-nous intégrer celles des professeurs de première? Alors, il n'y a pas véritablement de lettres de recommandation. En fait, si vous parlez des avis que mettent les professeurs, ce sont les professeurs de terminale qui mettent les avis dans le dossier sur Parcoursup. Maintenant, pour certains, si par exemple votre enfant candidate en Angleterre, il va lui falloir une lettre de recommandation. Et là, il peut choisir qui il veut, en première ou en terminale. En revanche, par exemple, typiquement dans ce cas, moi, je choisirais un professeur de spécialité, par exemple, plutôt que le professeur de langue. Enfin, à moins qu'on candidate, enfin, alors c'est toujours pareil. Si vous candidatez à une université de lettres, vous voulez faire un cursus en lettres, en littérature anglaise, évidemment, je solliciterai probablement peut-être le prof de philo et le prof d'anglais. Maintenant, si vous voulez faire un cursus en relations internationales en Angleterre, je solliciterai plutôt le prof de géopolitique ou le prof d'histoire géo. Mais j'irai plutôt chercher des professeurs de spécialité en première ou en terminale. Normalement, c'est plutôt en terminale parce que c'est ceux qui connaissent l'enfant dans sa dernière année de lycée, mais parfois les relations avec un prof de première sont meilleures et donc on va aller plutôt solliciter un prof de première. Ça me semble pas très grave. Mais dans Parcoursup, il n'y a pas de lettre de recommandation des enseignants. C'est automatiquement dans la fiche à venir et là, c'est saisi par les enseignants de terminale. Ensuite, une question sur les écoles de commerce. Est-ce qu'un bachelor BBA 4 ans, par exemple EDEC ou Neoma, donne accès directement au master? Ou autrement dit, est-ce que une place est assurée en master après un BBA de 4 ans? Alors, c'est pas direct, mais c'est pas automatique, mais ils sont prioritaires en réalité. Dans les faits, ils sont prioritaires. Une autre question sur les écoles de commerce. Par exemple, on nous parle de Excelia BS ou EM Normandie. Pour l'accès post-bac à ces écoles, quels sont les concours? Alors Excelia, c'est marrant, ça fait 2 fois qu'on m'en parle aujourd'hui. Donc, je vais être honnête, jusqu'à aujourd'hui, je n'en avais jamais entendu parler. Donc, je ne sais pas. L'EM Normandie, qui est plutôt une bonne école, je ne sais plus quelle est la voie d'accès. Je me demande. Il y a effectivement un. Alors, c'est vrai que euh, il y avait dans le passé un troisième concours qui a disparu, en fait, euh,
qui s'appelait Écrit comme, mais donc pour rentrer à l'EM Normandie, hop, de mémoire, on passe. Tac, tac. Je vérifie en même temps que je vous parle, parce que ça fait partie des écoles qui a changé ses modalités d'admission. Euh, eh bien, voilà. Donc maintenant, l'EM Normandie, le programme Grande École, c'est Sésame. Je vois passer la question des résultats au concours. Donc, comme je l'ai projeté tout à l'heure, depuis les 5 dernières années sur nos 2 centres, que ce soit en e-learning ou à Rabat, sur le seul centre en présentiel, on a les mêmes taux de réussite, c'est-à-dire 100% d'admissibilité sur les 2 concours. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Eh ben, je pense que c'est bien. Si par hasard il y a encore des questions et qui vous viennent après ou que vos enfants vous posent, etc., on va vous envoyer le replay de ce webinaire euh, une fois qu'il sera monté, donc soit demain en fin de journée, soit vendredi, soit jeudi. Euh, vous aurez nos coordonnées, vous retrouverez tous les éléments qu'on a présentés ce soir et donc vous pourrez à ce moment-là nous recontacter si vous le souhaitez, si vous avez des questions complémentaires. Euh, voilà, et sinon, on vous laisse, pour ceux qui sont intéressés, nous consulter ou procéder à vos préinscriptions de manière à ce qu'on puisse échanger et réserver les places sur ces prépas. Voilà, et ben, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée si vous êtes quelque part où il fait encore jour. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.